L'aviation du XXIe siècle. Les passagers voyageront-ils ainsi à l'avenir? Cet appareil, le X-43, pourra-t-il un jour faire Londres-Sydney en 2 heures? Mais construire les avions du futur n'est pas sans danger. Environ 8 secondes après la mise à feu, le lanceur s'est mis à osciller de manière incontrôlable. Pour le 100e anniversaire du premier vol des frères Wright, nous allons explorer l'avenir de l'aviation du XXIe siècle. Le premier siècle de l'aviation s'est ouvert en 1903 avec le vol des frères Wright. Puis, Charles Lindbergh a conquis l'Atlantique au cours d'une héroïque traversée en solo de 34 heures. Le défi que constituent les vols supersoniques a donné naissance à des appareils comme le Concorde ou l'avion espion Blackbird. Le XXe siècle a été marqué par des exploits comme le record de Dick Rutan, qui a fait le tour du monde en 9 jours sans escale et sans ravitaillement. Aujourd'hui, au commencement du XXIe siècle, l'homme envisage des vols réguliers dans l'espace. Comme la plupart des avions extraordinaires de demain sont encore à l'état de projet ou de rêve, nous allons découvrir certains des prototypes les plus étonnants ayant déjà pris leur envol. Au dire des experts, ces avions du futur seront un jour monnaie courante. Mais il est étonnant de constater que certaines des innovations les plus ambitieuses viennent de petites compagnies d'aviation aux moyens limités. C'est notamment le cas de la firme X-Corps et de son avion-fusée réutilisable. Selon X-Corps, ces avions feront bientôt des vols spatiaux. Cette compagnie emploie une dizaine de personnes. Elle a mis au point un petit prototype de fusée qui peut faire décoller un avion. Son point fort est sa capacité à être allumée et éteinte en plein vol. X-Corps affirme que son prochain moteur de fusée pourra propulser un avion pour un vol sous-orbital. X-Corps est une compagnie relativement jeune. Nous avons commencé en 1999 et nous nous concentrons sur la fabrication de fusées réutilisables, à faible coût et moindre risque pour des applications commerciales et militaires. Les petites compagnies se lancent dans de nombreux concepts très innovants. Je ne crois pas qu'elles fassent de l'ombre aux grands noms du marché. Au contraire, elles créent de nouvelles niches. La fusée d'X-Corps a été testée sur un avion léger appelé Long Easy, dont on avait enlevé le moteur à essence. Le pilote d'essai d'X-Corps est le célèbre Dick Rutan. En 1986, il a été le premier homme à faire un tour du monde sans escale à bord de son avion le Voyager. Je ne suis pas un spécialiste des fusées, mais juste un pilote un peu timbré. Si je comprends bien, il s'agit de combiner de l'oxygène liquide et un hydrocarbure, comme du kérosène ou en l'occurrence de l'alcool. Ensuite, il suffit de les enflammer dans une chambre et ça explose. Un flux rapide de gaz très chaud est expulsé par l'arrière. Ils vont jusqu'à Mach 5. On voit l'onde de choc dans le panache d'échappement et ça propulse le véhicule vers l'avant. Il accélère très rapidement pour décoller et finit par atteindre une vitesse qui dépasse tout ce que j'ai jamais vu avec une hélice. Les gaz d'échappement peuvent accélérer jusqu'à Mach 5, soit 5 fois la vitesse du son. Mais pour l'instant, la fusée d'essai est si petite que l'avion ne vole qu'à 350 km/h. Nous avons réussi des mises à feu et des coupures des moteurs en plein vol.
Nous avons coupé les gaz puis redémarré. En fait, c'était un pari très risqué. Je crois que cela n'avait jamais été fait. Nous avions utilisé un tiers du gaz propulseur pour atteindre une altitude suffisante pour faire demi-tour et couper les moteurs. Une fois sur la piste d'atterrissage, nous les avons relancés. Puis nous avons redécollé pour un autre vol. Cet avion est exclusivement propulsé par une fusée. En cela, il est unique. Techniquement, cela n'avait jamais été fait. L'avion d'escorte n'est jamais très loin. J'attends qu'ils me disent que tout s'est bien passé, que l'avion n'a pas pris feu pendant la coupure du moteur. Ensuite, il faut simplement faire un atterrissage comme avec un planeur. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Il faut réussir du premier coup. Il plane tout à fait comme un long easy classique. En fait, sans l'hélice, il plane même un peu mieux. C'est plus facile quand l'hélice n'est pas là pour offrir de la résistance. Beaucoup de gens pensent qu'on a déjà inventé tout ce qui pouvait l'être. En fait, on est juste au début d'une ère de découverte et d'invention. C'est une époque très excitante. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? On l'a fait décoller, puis on l'a posé, malgré les vents contraires. Quand on allume les moteurs, ils grimpent à la vitesse de l'éclair. La grande différence entre la fusée du Long Easy et les fusées traditionnelles, c'est le très faible coût opérationnel que nous avons réussi à atteindre. Le coût de chaque vol est d'environ 900 €, ce qui est très peu. Quand vous n'avez pas un gros budget, vous êtes plus créatif. Voici le moteur en question. Il est alimenté par un mélange d'oxygène et de carburant dans la chambre de combustion. Ce mélange est ensuite allumé par une étincelle. La bougie a dû coûter dans les 65 centimes. Elle a été récupérée sur un coupe-herbe. Vous savez, c'est une petite tondeuse à main qui sert à couper les bordures des massifs. Le carburant coûte entre 30 et 50 centimes la livre. Le prix du système d'allumage est d'environ 10 €. Il vient de ce qu'on appelle un GoPed. C'est une petite patinette électrique. Certaines des valves et des pièces ont été commandées directement chez les fabricants et ne coûtent que quelques milliers d'euros. Vous pourriez même en acheter dans un magasin. Avec 25 € de frais de port, nous les avons eues dès le lendemain. Elles sont parfois trop grandes ou brinque-ballantes. Ce n'est pas toujours exactement ce qu'il nous faut, mais quand vous êtes dans le secteur recherche et développement, vous devez aller vite et vous n'avez pas beaucoup d'argent. Vous vous contentez de ce qui est dans vos moyens. L'étape suivante de notre développement, c'est un véhicule supersonique pour emmener des passagers et des charges utiles hors de l'atmosphère et les ramener ensuite sur Terre. C'est un véhicule sous-orbital que nous appelons le Xerus. J'espère qu'il sera en service opérationnel environ 3 ans après que nous aurons réuni les fonds nécessaires. J'ai toujours dit que l'aventure était l'essence de la vie. Réussir ce qu'aucun homme n'a jamais fait, c'est la définition de ma vie. Si j'ai l'occasion de faire quelque chose de ce genre, j'ai du mal à résister à la tentation. Les voyages spatiaux grâce à des fusées X-Corps pourraient-ils devenir l'attraction touristique de demain? Le tourisme spatial est-il trop dangereux et trop cher? Aujourd'hui, on peut acheter presque tout sur Internet, y compris une aventure spatiale. Sur son site, une entreprise propose déjà un programme de qualification orbitale de 14 jours, incluant des tests médicaux et un entraînement à l'apesanteur pour 200 000 €. Si vous survivez à cette première étape, vous pouvez aussi faire un séjour de 8 jours sur la Station spatiale internationale. Il vous en coûtera 20 millions d'euros. Le milliardaire sud-africain Mark Shuttleworth est l'un des 2 touristes spatiaux à avoir relevé le défi. Après 8 mois d'entraînement en Russie, il a déboursé 20 millions d'euros pour rejoindre les cosmonautes de la Station spatiale internationale pendant 8 jours. C'est un immense privilège, après des mois d'entraînement, d'être assis au milieu de cet équipage formidable. D'aussi loin que je me souvienne, depuis que je sais qu'on peut aller dans l'espace, je rêve de voler. Shuttleworth est parti dans l'espace à bord d'une fusée Soyouz depuis le cosmodrome de Baïkonour en avril 2002. Nous avons demandé à 2 experts en aéronautique leur avis sur l'avenir des voyages spatiaux. Graham Warwick est le rédacteur en chef américain de Flight International Magazine.
L'objectif de la NASA et de l'Agence spatiale européenne, c'est que les voyages spatiaux deviennent aussi banals que les vols transatlantiques. Pour cela, il faudra encore attendre des décennies. Aujourd'hui, aller dans l'espace est presque aussi compliqué qu'à l'époque où Wernher von Braun et son équipe ont commencé. Cela reste hors de portée du commun des mortels. Et c'est encore inaccessible pour la plupart des gens extrêmement riches. Richard Aboulafia dirige un groupe de réflexion basé à Washington sur l'impact des nouvelles technologies aéronautiques. Le tourisme spatial est un concept souvent employé à tort et à travers. Au fond, il s'agit de demander aux gens de payer une somme avec laquelle ils pourraient s'acheter une petite île tropicale pour passer quelques jours dans un cadre horrible et à manger de la nourriture infecte. Il est inconcevable que cela intéresse plus qu'une poignée de personnes extrêmement fortunées. Comme envoyer un équipage dans l'espace reste très onéreux, la NASA travaille depuis les années 1960 à un type révolutionnaire de propulsion à grande vitesse. On appelle cela le vol hypersonique. Il est capable de dépasser Mach 5. La NASA tente de faire voler un nouveau moteur appelé scramjet ou superstatoréacteur. Ce moteur a la particularité de prendre l'oxygène dont il a besoin dans l'atmosphère supérieure. Ainsi, contrairement à ce qui se passe pour la navette spatiale, les immenses réservoirs d'oxygène sont superflus. L'idée est de rendre les vols moins chers. Voici le nouveau superstatoréacteur de la NASA. Le X-43A est un vaisseau expérimental qui devrait voler à des vitesses hypersoniques. On espère qu'une version plus grande du X-42A propulsera un jour la navette spatiale. C'est un moteur aérobie, c'est-à-dire qu'on aspire l'air de l'atmosphère. Normalement, une fusée doit emporter son propre oxydant. Mais si le moteur peut utiliser directement l'oxygène disponible dans l'air, on n'a plus besoin de l'avoir en réserve. On économise donc du poids. Quand on envoie une charge utile dans l'espace, le lanceur est principalement rempli de carburant. En comparaison, la charge utile est petite. Ainsi, on allégerait le lanceur et on pourrait emporter une charge plus grande. En éliminant l'oxygène des réservoirs, la NASA a calculé qu'elle ferait une économie de poids de 85%. Ainsi, le vol hypersonique est le but ultime des voyages spatiaux du XXIe siècle. Mais cette technologie est très complexe. Nous avons fait de nombreuses recherches sur les vols hypersoniques et les superstatoréacteurs. Depuis 40 ans, ces études ont été faites principalement au sol. Nous avons maintenant un ravitailleur B-52 qui va emmener un X-43A, couplé à un propulseur d'appoint modifié appelé Pegasus. Le B-52 va larguer le X-43A autour de 12 000 mètres. Ensuite, le propulseur d'appoint s'allumera et l'emmènera à Mach 7. Puis les deux véhicules se sépareront. Voici notre véhicule expérimental, le X-43A. Ici, ce sont les bords d'attaque. Ils sont en carbone-carbone. Leur rôle est de minimiser les températures affectant le reste du véhicule. Le nez peut dépasser 1000 degrés en phase de propulsion. Le reste du véhicule est protégé des fortes températures par des tuiles semblables à celles de la navette. Elles recouvrent les bords que vous voyez ici quand le véhicule est prêt au lancement. Toute cette surface est normalement recouverte de tuiles. Le moteur est situé en dessous. Toute la partie basse du véhicule a été conçue pour comprimer le flux d'air, afin qu'en arrivant au moteur, il soit à la bonne vitesse. C'est un superstatoréacteur, donc le moteur peut supporter un flux supersonique. Le superstatoréacteur n'a aucune pièce mobile, ce qui explique qu'il peut fonctionner à une si grande vitesse et supporter d'être traversé par de l'air à très haute température. Ainsi, nous n'avons aucun problème de dilatation des pièces ou de fonte éventuelle des mécanismes. Il largue le X-43A à environ 12 000 mètres. Cette animation informatique montre comment la NASA espère que son superstatoréacteur s'allumera au cours de son premier test sur le terrain. Le propulseur s'allume et atteint Mach 7. Puis les deux véhicules se séparent. Enfin, le superstatoréacteur s'allume. L'hydrogène se mélange avec l'oxygène comprimé, prélevé dans l'atmosphère. S'il vole ensuite à des vitesses hypersoniques, une nouvelle forme de propulsion révolutionnaire aura vu le jour. C'est ce que les ingénieurs espéraient. Mais lors du premier vol d'essai, la complexité des vols hypersoniques est devenue flagrante.
Malheureusement, au cours du premier vol, le lanceur a eu un problème. Environ 8 secondes après la mise à feu, le lanceur s'est mis à osciller de manière incontrôlable. Nous avons dû le faire exploser. Si un jour la NASA parvient à faire voler le X-43A, elle prévoit de mettre en service un véhicule hypersonique habité, le X-43B. Il devrait être lancé depuis un avion porteur sans l'assistance d'un propulseur d'appoint. Mais la technologie hypersonique est si complexe qu'il faudra peut-être attendre 2035 pour que le X-43B soit opérationnel. Depuis des années, les futurologues évoquent la possibilité de lignes commerciales utilisant des superstatoréacteurs hypersoniques pour emmener des passagers de Londres à Tokyo en 2 heures. Ce rêve deviendra-t-il un jour réalité ? Cela demanderait d'immenses innovations technologiques. Et il est possible que l'aérospatiale ne puisse pas transporter des passagers de Londres à Tokyo en 2 heures, tout simplement parce que le prix sera exorbitant. Oui, on pourrait faire Londres-Sydney en 2 heures, mais cela prendra 1 heure ou 2 rien que pour se rendre à l'aéroport, surtout si ce doit être un aéroport offshore à cause du bruit des avions. Ensuite, il faudra faire la queue 2 heures pour les contrôles de sécurité. Au final, ce vol de 2 heures vous prendra 8 ou 9 heures de votre temps. Alors, quels sont les avantages de cette technologie et de toutes ces dépenses pour faire le trajet en 2 heures si on ne rend pas tout ce processus bien plus rapide ? L'idée maîtresse du superstatoréacteur de la NASA consiste à économiser du poids en utilisant l'oxygène de l'atmosphère supérieure. Une méthode moins coûteuse pour alléger les véhicules a été inventée par la firme californienne Kelly Space and Technology. Son astroliner serait tout d'abord remorqué jusqu'à 6000 mètres par un 747 classique. Les moteurs fusées de l'astroliner ne s'allumeraient qu'une fois à cette altitude, permettant ainsi de réduire son poids et sa taille. Pour 250 000 €, les passagers pourraient faire un voyage de 2 heures à la frontière entre l'espace et l'atmosphère. Pour le passager, cela demande 1 ou 2 jours d'entraînement, par exemple sur un week-end qui se terminerait par le vol lui-même. Ensuite, les appareils s'élèvent au-dessus de l'océan jusqu'au point de largage et à 6000 mètres, nous décrochons le câble de remorquage. Les moteurs fusées s'allument et là, le passager ressent la poussée initiale. Il est collé à son siège. C'est une accélération équivalente à 4G, ce qui représente une force importante exercée sur un corps. Ce sera une expérience sensationnelle. Il y aura sans doute beaucoup de bruit, mais vous n'aurez jamais ressenti ça de toute votre vie. Les passagers voleront juste au-dessus de la limite entre l'atmosphère et l'espace, à 90 km au-dessus de la Terre, quand les fusées du petit véhicule seront mises à feu. À ce stade-là, vous ressentirez les effets de la gravité zéro, comme si vos entrailles flottaient. C'est une expérience unique. Ça dure entre 15 et 20 minutes, tandis que vous suivez une trajectoire en arc de cercle avant la rentrée dans l'atmosphère. Là, la force gravitationnelle réapparaît progressivement. Tout redevient peu à peu normal. Ensuite, l'avion redescend comme un planeur. Ce sera la première fois que vous vivrez ce qui ressemble à un planage classique et ce sera rentable. 250 000 €, c'est une coquette somme, mais le prix baissera quand la fréquence des vols augmentera. Nos analyses ont montré qu'on peut remorquer un véhicule de 450 tonnes derrière un 747. Nous avons procédé à une série de vols d'essai sur la base aérienne d'Edwards avec la NASA et l'armée de l'air. Nous avons mis au point une représentation à une échelle réduite de notre 747 et de l'astroliner en utilisant pour le test un C-141 et un F-106. C'était vraiment une manière fantastique et peu risquée de lancer des objets à partir du sol. À une altitude de 6000 mètres, le câble de remorquage a été libéré et le véhicule spatial propulsé par des fusées a allumé ses moteurs. Ensuite, il est monté entre 120 et 180 000 mètres. Pour Kelly Space and Technology, son système possède de grands avantages en matière d'énergie et de coût par rapport aux fusées et aux lanceurs classiques. Ces véhicules sont plus légers et plus petits, car ils n'ont pas besoin de faire exploser d'immenses quantités d'oxygène pour s'élever dans le ciel.
Le carburant représente 85% du poids initial de la navette. En fait, nous avons éliminé les deux propulseurs d'appoint sur les côtés de la navette pour les remplacer par un 747 qui fait office de remorqueur pour emmener un lanceur de type planeur jusqu'à environ 6000 mètres. Pour résumer, nous avons gagné 6000 mètres d'altitude. Nous avons éliminé la nécessité d'une immense infrastructure de lancement pour le décollage vertical. Selon Kelly Space and Technology, l'Astroliner sera également capable de réduire très nettement le coût de mise en orbite des satellites. En effet, les satellites et les autres engins spatiaux sont actuellement lancés par des navettes et des fusées. Mais dans le seul but de supporter les fortes vibrations du décollage, ils doivent être particulièrement robustes. Au décollage, pour le satellite installé à l'extrémité d'une immense fusée qui décolle violemment du sol, les vibrations sont immenses. Ces satellites doivent être parfaitement isolés et très solides pour survivre à cette explosion. Actuellement, cela coûte environ 22 000 € par kilo pour envoyer un objet dans l'espace. Nos premiers lanceurs sous-orbitaux réduiront ce coût à 2 200 € par kilo. Selon Mike Gallo, les encombrantes fusées d'aujourd'hui sont l'équivalent des ordinateurs géants fabriqués avant l'invention des PC. On peut établir un parallèle avec la mise au point du stylo spatial par la NASA. Ce stylo avait une petite carte pressurisée à l'arrière pour qu'on puisse écrire en apesanteur ou la tête à l'envers. Cela a coûté des sommes folles. Et aujourd'hui, on peut en acheter pour 80 €. La solution des Russes a tout simplement été le crayon à papier. Je vous conseille de garder un œil sur les petites entreprises. Ce sont elles qui seront les pionnières de la technologie aéronautique de demain. Comparé à 20 millions, 250 000 €, c'est une broutille. Mais selon toutes les prédictions, dans un avenir proche, les vols spatiaux resteront encore très onéreux. Alors à quoi ressembleront les vols commerciaux classiques du XXIe siècle ? Aujourd'hui, construire et faire voler un avion de ligne coûte très cher. Il est peu probable que ce prix baisse au XXIe siècle. Les compagnies aériennes du futur chercheront donc les solutions les plus économiques. Dans 50 ans, je pense qu'on ne sera pas dépaysé en regardant les avions qui voleront. Ils ne seront sans doute pas très différents de ceux d'aujourd'hui. J'aimerais pouvoir me dire que dans 40 ou 50 ans, les avions commerciaux seront des engins ultramodernes. Mais j'ai comme l'impression que ce seront surtout des sortes de tubes avec des ailes et des moteurs accrochés dessous. Ils ne seront pas loin des avions d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre solution. Personne ne se déplacera comme dans Star Trek. Il semble même que le fameux Boeing 747 sillonnera encore le ciel en 2030. Selon Boeing, le 747 a encore de belles années devant lui. Ils peuvent le rendre plus efficace et plus intéressant économiquement. Boeing n'a aucun intérêt financier à tout reprendre de zéro pour repenser la conception du 747. Mais en 2006, le Boeing 747 aura un nouveau rival de taille, l'Airbus A380, un très gros porteur à double pont. L'A380 est l'équivalent du Boeing 747 s'il était construit aujourd'hui. Il sera le 747 des 20 prochaines années. Le futur A380 transportera plus de 500 personnes à 900 km/h. C'est la vitesse du 747, mais il aura un tiers de passagers en plus grâce à son double pont. Il pourra accueillir des bars, des bibliothèques et même des toilettes de luxe. Airbus annonce la mise en service de cet appareil du futur pour 2006. Cela ne fait aucun doute. Les gros porteurs à quadruple réacteur sont l'avenir. En 2030 et 2040, l'A380 sera l'avion idéal. C'est l'avenir étant donné les prévisions de croissance.
Les considérations économiques joueront un rôle clé dans l'avenir des vols commerciaux. Alors quelles sont les prédictions pour les voyages supersoniques? Le Concorde a fait son temps, mais aucun constructeur n'estime qu'il serait rentable de le remplacer. Les passagers du Concorde devront se contenter de traverser l'Atlantique en 7 heures au lieu de 3. L'idée de transport de masse supersonique serait merveilleuse si tout le monde était prêt à payer des tarifs de première classe. Mais pour la plupart des gens, le transport de masse, c'est plutôt un bus avec des ailes. Ils n'ont aucune intention de payer 6 000 € pour faire l'aller-retour Londres-New York. Quand le Concorde a été construit, son lancement a été financé par 2 gouvernements qui rêvaient d'un avenir supersonique. Sur le Concorde, la phase recherche et développement et les coûts d'investissement se sont chiffrés en dizaines de milliards. Tout cela a été payé par les contribuables. D'ailleurs, à l'époque, un éditorialiste avait écrit « Mach 2, contribuable zéro ». À l'origine, il était prévu de construire 120 Concorde. Mais la facture a atteint des sommets quand la Grande-Bretagne et la France n'ont commandé que 16 appareils. Il n'y a tout simplement pas de marché pour un autre Concorde. D'ailleurs, il n'y en avait pas pour le premier. Nous n'en avons construit que 16, dont quelques prototypes. Innover dans la technologie supersonique ne s'annonçait pas simple et les coûts ont flambé. Les routes aériennes ont été limitées car le Concorde ne pouvait voler à une vitesse supersonique qu'au-dessus de l'océan. Les problèmes techniques du boom sonique au-dessus du continent n'ont jamais été résolus. Les gens ne supportent pas le boom sonique. Même s'il est peu bruyant, ils trouvent cela inacceptable. Techniquement, il est impossible de réduire ce bruit à un niveau qui permettrait à l'avion de voler à une vitesse supersonique en permanence. Il n'y aura pas de remplaçant pour le Concorde. Il reste un rêve inaccessible, en grande partie à cause de son coût. Mais il y aura malgré tout une forme limitée de vol commercial supersonique dans un avenir très proche. L'entreprise Dassault prévoit de vendre un avion d'affaires supersonique inspiré de son jet privé, le Falcon. L'avion supersonique ciblera le marché de masse. Selon moi, la clé, c'est de viser les hommes d'affaires, l'élite des voyageurs. Ils seront prêts à payer 70 millions d'euros pour s'acheter un avion d'affaires qui leur fera gagner du temps. Le Falcon, avec ses 8 sièges et son autonomie de 6500 km, pourra traverser l'Atlantique à une vitesse supersonique. Le Falcon tout en aluminium peut voler à une vitesse maximale de Mach 1,8 sans que sa carlingue ne fonde. Comme il est plus léger et plus petit que le Concorde, son boom sonique est plus faible. Bien sûr, il existe un lien entre le boom sonique et la taille. Il faut donc limiter la taille de l'appareil pour réduire le bruit au maximum. Comparé au Concorde qui vole à Mach 2, pour le Falcon, la limite est Mach 1,8 à cause de l'aluminium. À cette vitesse, on n'a pas besoin de matériaux spéciaux. Ainsi, l'appareil est plus pratique et moins cher à construire. Mais les véritables révolutions technologiques sont toujours venues de l'aviation militaire. À cause de la guerre froide, les États n'ont pas regardé à la dépense en matière d'aéronautique. Les avions militaires produits à l'époque sont si sophistiqués et si coûteux qu'ils ont peu de chances d'être supplantés dans les années qui viennent. Le bombardier B-52 en est un bon exemple. Avec un prix de 10 millions d'euros pièce en 1955, il va encore être utilisé de nombreuses années. Nous avons déjà des avions qui sont plus vieux que les pilotes ou parfois que les fils des pilotes d'origine. Le B-52 est l'exemple parfait, il a 40 ans. En 2030, il volera sans doute toujours et ce sera alors un avion de 70 ans. J'ai l'impression qu'on en verra encore plus à l'avenir parce que les gouvernements sont moins enclins à investir les sommes faramineuses qu'il faut pour développer un nouvel appareil. Les États-Unis ont par ailleurs de nouveaux avions militaires pour lesquels ils n'ont pas d'application précise. Considéré comme le meilleur avion de chasse jamais construit, l'intercepteur F-22 est également le plus cher. C'est un bombardier furtif dont la vitesse de croisière est Mach 2. Mais à quoi va servir le F-22 ? Depuis la chute du mur de Berlin, l'aviation américaine s'efforce de justifier la construction du F-22 qui a été conçu pour être invulnérable face à la défense aérienne soviétique. Il ne fait aucun doute que le choix de développer le F-22 à notre époque serait de la folie furieuse. Mais comme nous avons déjà dépensé 30 milliards d'euros, dont la plupart pendant la guerre froide, ne pas aller jusqu'au bout serait tout aussi insensé.
Quand le F-22 a été mis au point, il devait y avoir une flotte de plus de 700 appareils. À l'unité, il coûtait environ 35 millions d'euros. Mais au fil du temps, le coût de l'appareil a augmenté et le nombre d'avions a été réduit en raison de soucis budgétaires. Avec des prix qui grimpent et une production en baisse, on a maintenant 300 avions à 100 millions de pièces. L'avion le plus extraordinaire et sans doute le plus cher de l'arsenal américain est le bombardier B-2. Avec un rayon d'action de 9500 km, la technologie furtive et un équipage de seulement 2 hommes, il est censé être invulnérable. Aujourd'hui, l'armée américaine ne commanderait jamais un avion comme le B-2. Le B-2 a été conçu pour pénétrer la défense aérienne soviétique. Maintenant que cette menace est écartée, l'armée a réduit le nombre d'appareils. Résultat, le coût de chaque avion a grimpé en flèche et elle s'est retrouvée avec une vingtaine d'appareils coûtant chacun 2 milliards. C'est difficile de justifier une telle flotte. À 2 milliards l'unité, le bombardier B-2 est l'avion le plus cher jamais construit. Chaque appareil coûte plus que la navette spatiale. Selon moi, le dernier B-2 sera mis à la retraite vers 2040 ou 2050. Nous en avons autant qu'il nous en faut et cela a coûté plus de 45 milliards d'euros pour en arriver là. Mais nous ne le savions pas en nous lançant dans le programme. Demain est déjà là pour les avions militaires comme celui-ci. Voici le Predator. Un avion sans pilote ou drone qui mesure 15 mètres de long, pèse 1 tonne et peut voler 40 heures sans assistance. Le Predator a été conçu pour être un avion espion à 3000 mètres au-dessus du territoire ennemi. Propulsé par un simple moteur à essence, ce drone peut voler à plus de 200 km/h. L'idée était de mettre au point un avion pour effectuer les missions qu'on voulait épargner aux pilotes, celles de longue durée ou très dangereuses, notamment à cause des tirs de missiles ou de la DCA. Mais nous voulions pouvoir y aller quand même et filmer des images vidéo en continu. On a beaucoup utilisé le Predator dans les Balkans depuis 7 ans. Ils ont aussi été très actifs dans la région du Koweït et en Afghanistan. Nous ne sommes pas en concurrence avec les avions classiques. Il y a bien un pilote, mais il n'est pas dans l'avion. Le Predator est commandé par une équipe de pilotes et d'ingénieurs basée dans cette station mobile de contrôle au sol. Nous avons un cockpit qui est notre station de contrôle au sol, avec un manche latéral, comme sur un F-16, une manette des gaz, des pédales de palonnier, des freins différentiels et la direction de la roulette de nez pour les opérations au sol. Il vole comme un avion classique. On a un manche qui commande les ailerons et les gouvernails de profondeur. Après le décollage, il passe en mode de croisière. On allume le pilotage automatique pour contrôler le cap, la vitesse de l'air et l'altitude. Pour les missions de surveillance, le Predator est équipé d'une caméra avec un très gros objectif de 900 mm placé dans son nez. Ici, le Predator survole notre équipe de tournage et la repère très facilement. L'avion peut filmer à 7500 mètres. Il nous envoie des images de bonne qualité, même à cette altitude. Ainsi, ce camion est en réalité à 5 km de distance. J'ai utilisé cette caméra au Kosovo en 1996. Pendant la nuit, les rebelles préparaient des attentats à la bombe contre les habitations. Nous pouvions ainsi surveiller leurs agissements et savoir où ils se cachaient. L'expression « sans pilote » est trompeuse, car la plupart de ces appareils exigent une grande équipe pour les piloter. C'est juste que les gens restent au sol. Il faut beaucoup de monde pour calibrer l'information, former la personne qui commande l'appareil et bien sûr piloter l'avion. Donc au final, on a la situation paradoxale d'une plateforme sans pilote qui mobilise en réalité beaucoup de personnel.
Quand le Predator est déployé hors des États-Unis, on a besoin de plusieurs gros avions de transport pour déplacer l'appareil lui-même et tout son équipement de secours. Il faut toute une infrastructure pour un seul Predator, à savoir 3 ou 4 C5 pour tout transporter. On comprend donc que plus on l'utilise, plus il devient rentable en termes d'infrastructure et d'opérations de mise en service. Le Predator est l'un des produits les plus raisonnables, avec un prix ne dépassant pas quelques millions. Mais il s'agit d'une plateforme très limitée. Il est lent et il suffit de s'en approcher en hélicoptère avec un fusil pour pouvoir le faire exploser dans les airs. Je ne crois pas que les avions avec pilote disparaîtront un jour. Nous sommes tous rassurés de savoir qu'il y a quelqu'un dans le cockpit pour piloter un appareil rempli de passagers. Il existe de nombreuses missions pour lesquelles la présence d'un pilote dans un avion tactique est essentielle pour prendre des décisions sur le vif. Malgré tout, l'aviation américaine poursuit son programme de construction d'avions sans pilote de plus en plus gros. Voici le Global Hawk, un avion en réaction de surveillance encore plus puissant qui peut opérer à 20 000 mètres et voler à 650 km/h. Mais son coût est équivalent à un avion de combat de première ligne avec un pilote. Le Global Hawk a été conçu comme une sorte de U-2 sans pilote. Il peut rester à une très haute altitude pendant longtemps et garder un champ de bataille en ligne de mire. À l'origine, ce devait être un appareil de 10 millions d'euros et à ce prix-là, on pouvait se permettre d'en perdre un ou deux. Aujourd'hui, son prix se situe entre 50 et 70 millions d'euros, car l'armée de l'air a voulu étendre ses capacités. Elle en attend beaucoup. Mais dans les bureaux d'études, on a imaginé une innovation plus économique pour le transport militaire, l'aile volante. Les ailes et le fuselage ont été fusionnés pour donner un appareil encore plus efficace. En général, le mariage des ailes et du fuselage n'est pas harmonieux. À l'assemblage, vous avez toujours une perte d'efficacité et de portance et une augmentation de la résistance. L'aile volante évite ces écueils en fondant le fuselage dans une aile unique. On n'arrive plus à voir où commence l'un et où finit l'autre. Comme la résistance est réduite, on économise du carburant, donc son autonomie est plus grande. L'armée s'intéresse de près à ces appareils pour jouer le rôle d'avion ravitailleur. Il y a beaucoup plus de place à l'intérieur de la carlingue. La cargaison peut être très importante dans un avion de cette taille. Tout en transportant sa cargaison dans le monde entier, il peut ravitailler des appareils grâce à 2 perches distinctes. L'aile volante est une technologie de transport très intéressante car ce qui la sous-tend, c'est le souci du prix et non de la performance. C'est la possibilité de déplacer des gens plus économiquement avec 10 ou 20% de dépenses énergétiques en moins. L'efficacité de l'aile volante pourrait-elle être transposée à l'avenir sur un avion commercial? Il pourrait transporter 800 passagers, mais ce serait un avion sans fenêtre. Les gens aiment les hublots et à bord d'une aile volante, le mieux qu'on pourrait offrir, ce serait une vision de synthèse, à savoir un écran qui montrerait le ciel à l'extérieur. Ils ont envisagé de faux hublots ou des lucarnes dans le plafond. En gros, il faut savoir si les gens sont vraiment prêts à traverser l'Atlantique dans une salle de cinéma. Les innovations semblent ne connaître aucune limite. Dans sa quête de l'avion de demain, la NASA est même revenue à la nature. Cet avion de combat F-18 possède des ailes expérimentales que la NASA veut faire bouger comme celles d'un oiseau. Pour la NASA, les ailes mobiles sont la prochaine grande avancée vers des avions plus efficaces. Elle a conçu des ailes assistées par ordinateur capables de changer de forme comme celle d'un oiseau. L'homme cherche toujours à égaler l'efficacité des oiseaux. Ici, nous utilisons ces 2 surfaces de bord d'attaque pour les incliner de manière efficace, c'est-à-dire en espérant que les ailes contribuent positivement à la performance. Sur un banc d'essai dans un hangar, les ailes ont pu bouger un peu à la manière de celle d'un oiseau.
La NASA espère reproduire ces mouvements en vol, tout comme les oiseaux adaptent leur battement aux conditions de l'air. Les frères Wright utilisaient ce qu'on appelle la technique de gauchissement des ailes pour faire changer de cap à leur avion. Ils avaient fixé des cordes sur la partie externe des ailes et, en tirant dessus, ils pouvaient leur faire changer de forme pour incliner l'avion et tourner. Les oiseaux font le même genre de choses avec leurs plumes. Grâce à leurs muscles, leurs plumes peuvent modifier la forme de leurs ailes. Étonnamment, alors que s'ouvre le deuxième siècle de l'aviation, nous ne savons toujours pas exactement comment volent les oiseaux. Dans un désert californien, un ancien ingénieur de la NASA et un pilote tentent de percer ce mystère. Ils ont construit des structures expérimentales semblables à des oiseaux avec des ailes téléguidées. Leur objectif à long terme est de rendre les avions plus efficaces. En fait, nous faisons les recherches à l'envers. Nous commençons par fabriquer un prototype avec lequel nous faisons des essais par tâtonnement. Quand nous tombons sur quelque chose qui marche, nous cherchons une théorie pour expliquer pourquoi et faisons les calculs mathématiques qui correspondent. Ensuite, on passe au test dans le tunnel aérodynamique. La source de stabilité semble être la courbe des ailes. Les oiseaux ont des formes très gracieuses, contrairement aux ailes rectilignes que nous construisons. J'ai aussi constaté qu'autour du bout des ailes, l'air montait et tourbillonnait. Pour obtenir cela, il faut ajouter ces ailerons à la pointe avec un angle négatif très prononcé. Là, c'est pour tourner à droite. Là, à gauche. Ces deux ailerons rotatifs permettent un bon contrôle. J'ai aussi un gouvernail derrière qui règle l'axe longitudinal. Pourra-t-on un jour construire un avion avec des ailes bougeant comme celles d'un oiseau? Pour l'instant, le F-18 de la NASA s'apprête à faire son premier vol d'essai. Nous allons récolter des informations pour le programme grâce à ces capteurs. Ce sont des jauges de tension. Elles mesurent la courbure ou déflexion de la structure, c'est-à-dire la manière dont elle bouge. Ensuite, nous réaliserons une modélisation de la structure bougeant en temps réel. Les ailes du F-18 seront actionnées par un ordinateur selon les manœuvres demandées et la vitesse de l'air. Les manœuvres que nous faisons incluent des retournements à 360 degrés. Ready, mark. Tandis que l'avion se retourne très rapidement, nous rassemblons des données sur la manière dont la structure bouge et dont les surfaces de contrôle réagissent. L'ordinateur de recherche bouge automatiquement les surfaces de contrôle de manière adéquate et nous obtenons les informations dont nous avons besoin. Les performances de cet avion sont vraiment bonnes. En modifiant la forme des ailes en plein vol, la NASA espère pouvoir économiser jusqu'à 15% de carburant. Selon elle, c'est la technologie de l'avenir. Il s'agit d'un engin très complexe. Les oiseaux sont complexes, cela ne fait aucun doute. Nous ne pouvons pas faire battre les ailes de nos avions. Je pense que nous finirons par savoir fabriquer des ailes flexibles et peut-être par réussir le vol battu. Mais nous n'en sommes pas encore là. Quand nous saurons faire ça, nous trouverons une application utile pour les avions. L'observation des oiseaux a également influencé le développement de cet immense appareil. Voici Helios. C'est un avion sans pilote qui fonctionne à l'énergie solaire. Il est testé pour servir de plateforme de haute altitude pour les communications internationales. Helios a été inventé par une petite entreprise californienne qui avait déjà conçu le premier avion propulsé par un homme, l'Albatros. L'Albatros a volé grâce à des études sur le vol des oiseaux. Des modèles mathématiques similaires ont été appliqués à la construction d'Helios. Well, Helios is a large
Helios est un avion qui fonctionne à l'énergie solaire. Nous volons à une très haute altitude. Nous avons conçu cet engin pour qu'il puisse voler presque indéfiniment. Notre but est de transporter des charges du type de celles qui sont actuellement dans l'espace pour l'imagerie ou les communications et qui sont placées au-dessus de l'atmosphère pendant de longues périodes. Helios repose sur une idée simple qui pourrait remplacer les satellites spatiaux. Ses ailes sont d'immenses panneaux solaires qui alimentent un moteur électrique faisant tourner des hélices. La NASA est si enthousiasmée par le projet qu'elle a financé le vol d'essai d'un prototype d'Helios. Avec son soleil à l'année et son espace aérien dégagé, Hawaï est idéal pour le test. Le jour se lève et Helios va tenter de battre un record du monde. En utilisant seulement l'énergie solaire, Helios espère aller plus haut que tous les autres avions. Pour entrer en concurrence avec les satellites spatiaux, il devra voler à plus de 30 km d'altitude. Nous sommes une toute petite entreprise de 85 personnes, ce qui est très peu pour construire de vrais avions. Nous sommes compétents et en raison de notre taille bien moins chère que les grandes boîtes. Pour le moment, nous n'avons pas de locaux suffisamment grands pour assembler ces gros appareils. Nous ne pouvons même pas construire celui-là sur un seul site. Qu'il se prépare tout de suite pour qu'on puisse faire démarrer l'avion. Helios est soulevé du sol par une rangée de petits moteurs électriques alimentés par l'énergie solaire. Cet avion est fragile et nous sommes limités par les conditions météo en basse altitude. Nous avons besoin d'un temps parfaitement dégagé pour décoller. Dans sa présente configuration, Helios a 6 panneaux solaires pour une envergure de 75 mètres, ce qui est plus qu'un 747. C'est un avion extrêmement léger. Il est prévu pour peser 860 kg quand son système de stockage d'énergie aura été installé. La vitesse de vol de cet avion est relativement lente. En phase de décollage et d'atterrissage, elle est d'environ 40 km/h. L'avion est très flexible. Il est capable de changer radicalement de forme quand il traverse une zone d'air perturbée. À l'origine, la NASA était intéressée par le projet pour des recherches dans l'atmosphère. Depuis quelque temps, le département de la Défense suit lui aussi nos travaux. Ce jour-là, à Hawaï, de nombreux investisseurs potentiels dont la NASA sont présents pour la tentative de record du monde. Nous vous regardons voler à environ 29 000 mètres depuis un certain temps. Il est temps de déclarer que le record est battu. Félicitations, vous pouvez rentrer. Grâce à cette altitude record de près de 29 km, il se pourrait bien que cette plateforme volante de communication soit une solution alternative aux satellites lancés par des fusées. L'avion pourrait voler jusqu'à un endroit prédéfini où on aurait besoin de sa charge utile pour de l'imagerie ou des communications. Ensuite, il pourrait tourner en rond et rester à cet endroit presque indéfiniment. Il peut faire la même chose que les satellites, de l'imagerie ou une surveillance à long terme d'un site. Une fois ses piles solaires épuisées, Helios revient sur Terre pendant la nuit. La prochaine étape sera la mise au point de piles rechargeables pour qu'il puisse voler pour une durée illimitée. Le XXe siècle a vu le premier vol de l'homme et le passage du mur du son. Pour demain, certains rêvent de voler à 10 fois la vitesse du son. Mais à chaque fois, nous retournerons à notre source d'inspiration d'origine, les oiseaux.